9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vérité en face, une question, l'homme déconstruit est-il l'avenir de l'homme? Rappelez-vous, 2021, Sandrine Rousseau enflammait les débats en mettant sur le tapis cette notion d'homme déconstruit. Je vis avec un homme déconstruit, j'en suis hyper heureuse, c'est ce qu'elle avait déclaré. Mon invité ce matin est sociologue et il va peut-être le reconstruire, cet homme. On va voir cela avec vous, Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. L'homme reconstruit, c'est le titre de votre nouveau livre aux éditions Buchet-Chastel. Livre sous-titré « Le couple à l'épreuve de la guerre des sexes ». On va se garder la guerre des sexes peut-être pour un peu plus tard. On revient d'abord sur ce titre. Pourquoi souhaitez-vous ainsi reconstruire l'homme? Il était à ce point malmené par Sandrine Rousseau? Pas seulement par Sandrine Rousseau, par toute l'époque. Et il faut qu'il soit un petit peu malmené, il faut qu'il sorte de son petit confort. On voit qu'il a encore des évolutions à faire. Donc il faut effectivement déconstruire les mauvais réflexes, les vieux réflexes. Mais il est très 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 important pour moi de l'aider à se reconstruire. Seulement le déconstruire, ça va pas nous mener très loin. Ça peut même l'inciter à se replier sur des réflexes encore pires. Il va chercher à se reconstruire. Donc déconstruisons, mais reconstruisons aussi. Ça veut dire que vous allez un peu dans le sens de Sandrine Rousseau. Il faut se déconstruire, mais tout en retrouvant une certaine identité quand même. Non, alors je me réfère pas. ma référence théorique dans le livre n'est pas Sandrine Rousseau. Là, quoi, je fais penser en tout cas. C'est un terme très très compliqué, cette histoire de déconstruction, parce que ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On mélange beaucoup de choses. C'est en même temps un terme très important et qui nous permet de comprendre l'époque. Mais en gros, pour simplifier, je dirais qu'il y a deux choses un petit peu différentes. Il y a une grande déconstruction. C'est notre époque d'aujourd'hui. En dehors de la question homme-femme, on vit un changement d'époque radical aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre. On passe d'un modèle de société à un autre. Alors, pas depuis hier, mais depuis un gros demi-siècle. Aux alentours, dans l'après-guerre, aux alentours des années 60, notamment le début des années 60, où beaucoup de choses ont changé. On passe d'un type de société qui était cadré, qui avait des cadres sociaux, des cadres moraux, des référents, des cadres de vérité collective qui portaient, qui cadraient les individus et qui leur donnaient une identité. Il y avait un sens de la place. Le chemin de la vie était écrit d'une certaine manière. Il suffisait de le suivre. Et on inverse tout ça. Pour rentrer dans une société, une forme d'autorité d'une certaine manière qu'on respectait et qui nous permettait de guider une société notre vie. En même temps hiérarchique, des cadres et une hiérarchie des places qui définissaient ce qu'étaient les personnes. C'était la société. Alors ça, c'était dans la société traditionnelle d'il y a plusieurs siècles, mais aussi dans ce que certains spécialistes appellent la société de la première modernité, qui avait encore des grands cadres collectifs. Et là, on rentre dans quelque chose de complètement nouveau, de totalement fou, qui n'a jamais existé dans l'histoire. Une espèce d'utopie du sujet, la personne. Le sujet qui seul va briser tous les cadres. Et le dernier qu'on est en train de briser, c'est l'individu roi. C'est l'individu roi, mais l'individu, c'est même le sujet, la subjectivité plus fort, même que le biologique, que le cadre biologique. Ce qui va être important, c'est le sujet qui dit « moi ». Je suis ça et je vais m'inventer plus fort que tous les cadres. Alors ça, c'est la grande déconstruction. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des problèmes de société énormes. Est-ce qu'on peut continuer à aller de l'avant, toute voile dehors, vers cette utopie sans risque? Est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir, réguler? Et à l'intérieur de ça, il y a la petite, enfin pas la petite déconstruction, mais une sous-déconstruction mise en avant par le mouvement féministe, qui dit que dans les structures anciennes, il y avait le patriarcat, c'est-à-dire un système de domination homme-femme, et le féminisme, ou un certain féminisme, qui dit qu'il faut déconstruire cela, donc déconstruire le patriarcat. Mais ce n'est qu'un aspect de la grande déconstruction. L'idée, c'est de déconstruire le patriarcat sous toutes ses formes, parce qu'il y a plein de formes différentes, quoi. Ça relève plein de réalités différentes. Ah bah oui, alors ça, moi j'aime pas trop le mot patriarcat, parce qu'il y a une définition systémique d'un certain courant du féminisme qui dit que du coup, comme ça existe, tous les hommes sont responsables d'une certaine manière. Alors que moi, je tiens beaucoup à individualiser.
Il y a un système qui incite les hommes à avoir encore aujourd'hui de mauvais réflexes, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes et à mettre dans le même panier. Il y a des horribles, si je puis dire, et on voit le procès Mazan actuellement. Donc là, on voit qu'il y a encore du boulot, il y a du travail à faire pour faire évoluer certains dans le sens de l'égalité entre les femmes et du respect des femmes. Mais il y a plein d'hommes de bonne volonté. Et l'avenir du féminisme, c'est essentiel, c'est de faire alliance. On parle beaucoup d'alliances actuellement en politique, etc. Là aussi, il faut des alliances. C'est essentiel. Si l'homme de bonne volonté est a priori suspecté en tant qu'homme d'être un ennemi potentiel, et alors là, on va vers la guerre des sexes. C'est-à-dire, on va vers un féminisme qui va... Je ne parle pas du radicalisme et de la colère, qui est parfois nécessaire, mais du séparatisme. On va vers un féminisme... C'est le néo-féminisme séparatiste. Oui, alors pas tous les féministes, mais c'est ça que je critique, c'est le fait de ne compter que sur les femmes contre les hommes. Alors qu'au contraire, il faut une alliance, parce que sinon, ce féminisme séparatiste va devenir de plus en plus séparatiste et se méfier de tous les hommes. Et les hommes, et ça on le voit actuellement, vont évoluer vers un masculinisme de plus en plus haineux, voire des fois un petit peu violent. Donc là, il pourrait y avoir les prémices de ce qui serait la guerre des sexes. C'est l'affrontement, en fait, les deux camps qui se mettent potentiellement en place aujourd'hui. Oui. Et plus l'un se sépare de l'autre, plus l'autre va également se séparer et monter en gamme au niveau des émotions mauvaises. On est sur deux courants quand même encore très minoritaires. Est-ce qu'on n'essaye pas de jouer à se faire un peu peur avec cette idée de guerre des sexes ? On est encore sur des courants minoritaires. Surtout, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, c'est que quand on est dans la vie intime, dans le couple, là on va un petit peu oublier tout ça pour être ensemble. Le couple... Il n'est pas simple aujourd'hui, il y a beaucoup de séparations, etc. Il peut y avoir de la violence à l'intérieur du couple, etc. Mais quand il marche pas trop mal, c'est l'endroit où on répare ses plaies, où on se soutient mutuellement, on se fait beaucoup de bien. Donc là, c'est pas le lieu majoritairement de la guerre des sexes du tout. Mais c'est malgré tout, c'est encore minoritaire, mais c'est une amorce alors qu'on devrait continuer à aller vers l'égalité. Et c'est le risque d'un début de marche arrière et d'une situation conflictuelle pour l'avenir. Donc on n'est pas encore là aujourd'hui, mais je dis simplement attention aux évolutions actuelles. C'est-à-dire que le couple, d'une certaine manière, ça peut être la bouée de sauvetage ? Ah oui, alors le terme... Vous le validez pas ? Non, je ne le valide pas. C'est le lieu du rêve quand même, de la complicité, du réconfort. J'essaie de définir, par exemple, dans mes enquêtes, le portrait robot du conjoint idéal, du partenaire idéal. Alors, pas au moment de la rencontre, parce que le moment de la rencontre, c'est autre chose. On va flasher c'est un moment à part. On va flasher sur un physique, etc., etc. Mais le couple qui s'espère sur la longue durée. Et là, le conjoint idéal, c'est une sorte de thérapeute à domicile. C'est celui qui va faire du bien et qui va remonter le moral. Qui est même, pour le partenaire conjugal idéal, vous avez même toujours raison. Alors que vous n'avez pas toujours raison. Des fois, vous dites des bêtises, des trucs, mais ça fait rien. J'avais par exemple, dans une enquête sur les repas du soir, il y avait le récit de journée qui avait très... avec tous les petits malheurs subis au travail, avec le chef de service, tel collègue impossible, etc. On vide son sac. Et on vide son sac. Et le conjoint, là, alors faut pas que ce soit trop lourd et trop répétitif, mais là, le conjoint qui était compatissant, c'est pas possible, il t'a encore fait ça. Et alors là, ça fait tellement de bien. Le conjoint idéal, c'est ça ce qu'on recherche aujourd'hui, principalement ? C'est celui qui restaure l'estime de soi, qui est mise à mal dans la société d'aujourd'hui. On est dans un travail continu pour restaurer l'estime de soi. Et le couple qui marche bien aujourd'hui, c'est celui qui permet de faire cela. On se sent bien et encore plus, le conjoint aide à restaurer l'estime de soi. Oui, parce qu'on est dans une société où on choisit, on décide de tout en ce qui concerne son identité, et donc on a besoin d'une certaine manière de se raccrocher peut-être à ça aussi. Oui, mais alors cette estime. Absolument, on doit construire. Aujourd'hui, on se raconte l'histoire de soi-même à partir de tout ce qu'on est en train de vivre, donc c'est un travail identitaire. On construit un petit peu son histoire, son identité, mais non seulement on construit ça, mais il faut y adhérer. Et c'est pas si évident parce que c'est sous le regard de l'autre. Or aujourd'hui,
on est de plus en plus évalué d'une manière un petit peu horizontale. Chacun se donne des bonnes notes et des mauvaises notes. Il faut même réussir ses vacances, par exemple, pour avoir un beau récit au retour au travail en septembre. Et on va critiquer gentiment les amis et la famille sur leur manière d'élever les enfants ou de passer les vacances. Chacun va noter chacun, mais avec ses propres critères. X nous écrase avec ses vacances qui passent aux Maldives dans un club 5 étoiles et on voit qu'il veut nous enfoncer. On l'aime bien, c'est un ami, mais il essaie de nous donner des mauvais points. Mais il est nul, X, parce que c'est pas la bonne vacance d'aujourd'hui. L'empreinte carbone est nulle de ses vacances. Nous, avec notre rando en Ardèche, on se donne plein de mauvais points et on va lui donner des mauvais points. C'est-à-dire que chacun va sous-noter les autres. Systématiquement, d'où un déficit structurel d'estime de soi. On est en travail pour reconstituer cette estime de soi, et le couple va permettre de recueillir cela. Avec toujours cette notion d'identité, elle est centrale dans vos travaux. On va y revenir dans un instant avec vous, Jean-Claude Kaufmann. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'homme reconstruit, sous-titre Le couple à l'épreuve de la guerre des sexes, c'est aux éditions Buchet-Chastel. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Benjamin Glaise. 10h-10, La vérité en face avec Jean-Claude Kaufmann qui est toujours avec nous. L'homme reconstruit le couple à l'épreuve de la guerre des sexes aux éditions Buchet-Chastel. On parlait de cette guerre des sexes qui menace, en tout cas avec d'un côté une forme de féminisme séparatiste. Alors c'est qu'une partie minoritaire du féminisme, et puis de l'autre le masculinisme qui agit en réaction. Là on est sur les tenants potentiels d'un affrontement. Vous l'avez dit, d'une certaine manière, le couple aussi peut sauver, justement, éviter cet affrontement. Et puis, il y a cette notion qui revient toujours dans votre bouquin, c'est cette notion d'identité. On est véritablement entré dans une société identitaire, quoi. Oui, alors c'est dans un autre livre, j'avais commencé à parler d'identité dans un livre et je m'étais posé la question, mais d'où ça vient? Quand est-ce qu'on a commencé à en parler? Donc j'ai mené l'enquête sur cette question-là et j'ai découvert que c'était très récent de parler d'identité. Alors on en parlait un petit peu avec les papiers d'identité, mais même ça, c'est pas si ancien que ça. C'est Napoléon, en gros, on est passé des registres de baptême à l'état civil. Les papiers d'identité qu'on porte sur soi, c'est encore plus récent. C'est Vichy, c'est 1940, la carte d'identité. Dans le village d'autrefois, il n'y a pas besoin de papier d'identité parce que chacun connaissait chacun. C'est à partir du moment où l'État s'est séparé de la société civile, où c'est devenu plus complexe, qu'il a eu besoin de connaître ses administrés et qu'il a créé les papiers d'identité. Mais ça, c'est pas l'identité, c'est les papiers d'identité, c'est l'identification. À la limite, un seul numéro suffit, numéro de sécurité sociale, pour identifier. Est-ce que c'est ça notre identité? Est-ce que c'est un numéro? Non. Notre identité, c'est autre chose. C'est extrêmement complexe. On a commencé à parler de l'identité personnelle dans l'après-guerre, dans les années 60. C'est là, et là, c'est une explosion dans les années 60-70, crise de l'identité de l'adolescent, qui suis-je, identité culturelle, etc. Une inflation un petit peu du terme. Pourquoi? Parce que dans la société ancienne, dont j'ai parlé, qui était cadrée, il y avait des identités, mais elles étaient données, elles étaient fixes. Aujourd'hui, c'est mis en flottement. C'est-à-dire que bien sûr, chacun est d'une région, d'un pays, a une histoire, a des racines, etc. Mais la fabrication de l'identité, elle est de plus en plus subjective. C'est-à-dire que par rapport à toute cette histoire ou ces histoires, on va fabriquer ce qui est le sens de son existence. Paul Ricoeur parle d'identité narrative. C'est-à-dire, c'est bien, c'est un récit. Alors, c'est pas une grande histoire, je suis ceci, non, c'est des petits, comme ça, dans la tête, des petites bribes, souvent des images. On revit en double tout ce qu'on est en train de vivre pour renouer les fils, pour que ça fasse sens. C'est ce travail un petit peu, on recolle les morceaux éclatés du sens pour que ça fixe le guide de notre existence, pour canaliser l'action. On travaille à notre unification d'une certaine manière. L'identité est au centre de nos sociétés aujourd'hui, ce travail identitaire, quoi. Et on arrive à une extrémité où, même, vous le disiez tout à l'heure, l'évidence biologique, eh bien, elle n'existe plus, elle n'est plus, quoi. On peut changer de sexe à l'état civil. C'est le dernier cadre qu'on est en train de casser. Aujourd'hui, j'ai parlé des cadres sociaux, des cadres de vérité, des cadres moraux. Aujourd'hui, accepter ce qui est
interdit par la loi, c'est pas si élargi que ça, eh bien, il n'y a plus de sens du bien et du mal. Chacun le définit lui-même, ce qui est le bien et le mal. Et le dernier cas, c'est le biologique, c'est-à-dire qu'il y avait au moins ce repère-là jusqu'il y a quelques années, c'est qu'à la naissance, alors des fois il y a une biologie un petit peu incertaine, mais quand même, en gros, on était homme ou on était fille, ou on était garçon. Ça, c'est un petit repère minimum. Et ça, le sujet veut dépasser aujourd'hui cette dernière limite, d'où un travail identitaire encore plus subjectif, encore plus profond et éventuellement déstabilisateur, parce que c'est compliqué cette histoire-là. Oui, et puis ça va alors dans une forme. C'est marrant parce qu'on parle de guerre des sexes, mais la frontière entre les sexes n'a jamais été aussi floue qu'aujourd'hui. Ah ben non, mais on va vers la situation où il n'y a plus de frontières, puisque c'est le jeu. Il n'y a plus de sexe, c'est la personne. Et y compris par rapport aux enfants. Ça, c'est un grand débat. Est-ce que l'enfant, c'est un enfant, il a un statut particulier, ou est-ce que lui aussi, c'est une personne qui a ses droits et sa capacité de choix. D'où, pour les parents, le métier de parent est devenu impossible aujourd'hui, parce que si l'enfant est une personne, on va dans sa chambre, c'est le bazar absolu. Les parents ont envie de dire, écoute, franchement, tu vas me faire le plaisir de ranger un peu ta chambre. Et le môme qui dit, c'est mon territoire, je le gère à mon idée. Qu'est-ce qu'ils font les enfants par rapport à ça? C'est un grand débat. Est-ce que Dolto avait dit, le bébé est une personne. Alors si dès le bébé, dès la situation de bébé, il est une personne qui peut être mise à égalité avec les parents. C'est ça, je parle d'utopie. C'est une aventure que nous sommes tous collectifs. Nous sommes embarqués là-dedans. On pourrait plus revenir en arrière. Mais jusqu'où on va, c'est ça la question. Mais la question, c'est jusqu'où on va et comment on y va. Et est-ce qu'on peut continuer à aller comme ça sans non pas mettre des limites, parce qu'on est parti, on est embarqué collectivement dans cette aventure, mais en mettant des régulations, d'une certaine manière, en réfléchissant à ce que ça provoque. Parce que ça provoque des crispations et des rejets. La société est en train de se couper en deux. Entre d'un côté ce qu'on appelle des fois les progressistes, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont embarquées dans cette utopie de la libération du sujet et de la personne, et une partie qui résiste et qui dit non, je veux retrouver un cadre de valeurs, alors d'une manière ou d'une autre, ça peut être dans le traditionnalisme, etc. Chacun, il y a une grande réflexion, mais il y a une coupure en deux, de même qu'il y a le risque de séparation entre hommes et femmes. D'ailleurs, hommes et femmes sont en train de se séparer également du point de vue de l'idéologie. Les femmes qui étaient plutôt du côté de la tradition sont en train de basculer dans le camp du progressisme, alors qu'on voit une évolution inverse du côté des hommes. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui, avec cette question centrale, cette utopie qui est une utopie de l'émancipation, de la liberté. Pour certains individus, c'est extraordinaire, cette nouvelle société d'aujourd'hui. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dur à vivre, c'est une déstabilisation. Un enfer de doute et d'incertitude. D'incertitude, de fatigue mentale, d'insécurité, etc. Il y a deux manières émotionnelles totalement opposées de vivre cette évolution que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre ouvrage à lire, L'homme reconstruit le couple à l'épreuve de la guerre des sexes. C'est aux éditions Bûcher-Chastel. Bonne journée à vous. Allez, Sud Radio bientôt 10h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gonzman qui reçoivent Patrick Sébastien. Bonne journée avec Sud Radio.